Remarque, Paul Angio vient d'arriver, vraiment, merci mille fois Sophie, parce que vous êtes en pleine collection, en plein défilé, et je sais que votre temps est précieux. Comment ça va ? Ah bah ça va super, écoute, comme 2 jours avant la présentation, 2 jours avant le lever de rideau, on est en pleine Fashion Week, Paris est en effervescence et c'est plutôt, c'est très chouette, c'est une bonne ambiance là à Paris en ce moment. Et alors, moi je suis en pleine forme, je suis ravie d'être là et je suis ravie d'être votre invitée pour l'émission Culture. Bah, très bien, alors ouais. Sophie, la marque Paul Angio défilait généralement à Londres et là vous revenez à Paris. Qu'est-ce que ça veut dire pour le grand public? Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour vous? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit entendre par là quand on revient à Paris? C'est quoi, la capitale de la mode? Alors, bon, évidemment, capitale de la mode, Paris, ça c'est indiscutable. Le fait est que bon, Paul Angio va avoir 28 ans, c'est une marque maintenant qui a plusieurs décennies et que des défilés j'en ai fait, refait. Alors de base j'étais à Paris au tout début, pendant la semaine de la mode. Ensuite j'ai voulu faire une petite coupure parce que, en effet, le timing et l'entrain de cette semaine de la mode est tellement folle et tellement dingue que j'ai voulu me démarquer en partant à Londres. Il faut savoir que l'Angleterre, c'est mon premier marché, c'est mon marché chouchou. Quand j'ai démarré, c'est les premiers clients à craquer sur la marque. Donc j'ai voulu faire un break parisien. Je suis partie à Londres et là j'ai été reçue en grande pompe par le British Council, la British Fashion Week, et on a fait des défilés absolument incroyables qui m'ont beaucoup amusée, qui m'ont beaucoup inspirée. Et là j'ai eu envie, parce qu'aujourd'hui, et ce qui est génial, c'est que dans la mode aujourd'hui on fait un peu ce qu'on veut. On défile quand on veut, comme on veut, du format qu'on choisit. Il y a beaucoup moins de dictats qu'avant. Et donc voilà, j'ai fait Londres pendant 3 saisons, on s'est régalé, le Swinging London, London Fashion Week, la Paul Angio Vibe qui a cartonné avec des histoires et des thématiques assez fortes. Retour à Paris, pourquoi? Parce que bon ben c'est la maison, c'est la base de ma maison déjà, et aussi parce que j'avais envie de présenter sous un nouveau format que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant, la proximité, c'est-à-dire une présentation, un truck show avec des filles qui vont déambuler habillées en Paul Angio dans des salons très particuliers avec une thématique très particulière et très sympathique et très fraîche pour le printemps-été de l'année prochaine. Génial. Et alors, comment c'est dans la maison Paul Angio dans cette période-là, dans cet hiver? Parce que nous, le public, on a l'impression que tous les créateurs sont là entre du champagne et des top modèles et des essayages, un peu comme... Comment c'est l'ambiance à la maison? Vous avez l'air très très paisible. Bah, à la maison, l'ambiance est très bon enfant. Ouais, mais oui, de toute façon, c'est pas 3 jours avant le show où on va se dire que c'est la catastrophe. On s'y prend suffisamment en amont, on organise tout bien avant les vacances d'été pour pouvoir justement passer un mois d'août, le mois d'août qui est important pour nous tous, de ce vrai break d'été et de vacances. Avant de partir, il faut que tout soit déjà dans les tuyaux, les tissus lancés, les robes, les patronages déjà, les toiles déjà montées. Et là, les dernières minutes, c'est la réception des derniers prototypes par rapport à des tissus ou par rapport à des modèles qui nécessitaient des heures de travail comme des broderies main et des valeurs ajoutées absolument incroyables. Et non, je me sens assez sereine parce que je pense que quand on est prêt, il n'y a pas de raison de flipper outre mesure. J'ai eu flippé énormément pendant des années et aujourd'hui j'ai décidé de ne plus flipper. Bravo. Parce que quand on est préparé et quand on aime ce qu'on fait, et quand on est bien entouré, bien organisé, il n'y a pas de raison. Il y a toujours des patates qui sont éventuelles, mais on est là pour les parer et on est surtout prêt pour le big day de vendredi. Vous pouvez nous parler un petit peu de la collection 2024 que vous allez présenter, que vous présentez? C'est toujours la joie, les couleurs, les manches, enfin alors votre signature. Exactement. Ouais. Merci, c'est exactement ça. Alors, moi, je suis partie sur un thème Moyen-Âge, 16e siècle, Colombine, Harlequin, la commedia dell'arte. Donc la commedia dell'arte dans le sens, on le disait souvent à la maison quand on faisait des bêtises et qu'on exagérait parce qu'on pleurait alors que ça valait pas le coup, mais c'est le cas de le dire, c'est la commedia dell'arte, c'est-à-dire qu'on s'est lâché sur la couleur, sur des imprimés en forme de cartes à jouer. Donc il y a un message aussi de jeu, de ludisme, d'amusement, mais d'un amusement qui est travaillé, d'un amusement qui est anticipé,
de par des étoffes, de par une confection française absolument incroyable. On a fait des robes avec des superpositions de volants en mousseline de coton, agrémentées de dentelle chantilly, avec des gros pompons noirs. Tout cet esprit un peu Colombine qui était une femme quand même très très indépendante pour son temps aussi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi comme un peu fil conducteur de cette collection. Parce qu'il faut dire aussi que vous êtes française et vous défilez en France et vous fabriquez en France. Et je pense que, à ma connaissance, vous êtes la dernière à avoir votre propre marque, parce que tous les autres noms de femmes ont été vendus. Sonia Rykiel, Isabelle Marant, enfin il n'y a plus. Oui. Alors j'ai toujours tout le monde a vendu. Bah, c'est une marque qui date. Hein. Moi j'ai l'impression que c'était hier, parce que 28 ans quand même, c'est 95, c'est long, mais en même temps, c'est passé extrêmement vite, et toujours avec beaucoup de joie, beaucoup de challenge, beaucoup d'envie de créer, beaucoup de curiosité, beaucoup d'envie de partage, d'essayer de montrer aux gens qui aiment la marque et aux gens qui connaissent pas et qui ont envie de connaître la marque, de surprendre. Mon job, c'est je suis là pour faire un show, je suis là pour faire des vêtements extrêmement métables, extrêmement désirables, avec une qualité irréprochable. On a des ateliers en banlieue parisienne et à Paris même qui font un travail remarquable avec des petites mains. Et sincèrement, c'est un plaisir de continuer à travailler comme je travaille. Je ne sais pas comment font les autres créatrices. Elles ont vendu, elles ont dû prendre beaucoup d'argent, et tant mieux pour elles. Mais moi, le plus important pour moi, c'est ma liberté. Je suis maître à bord, je fais ce que je veux. Je fais ce que j'aime, ça me réussit. Je suis contente, grâce à Dieu, et grâce au travail, et grâce aux équipes Paul & Joe que j'ai depuis longtemps et qui sont absolument formidables. Quel est le regard que vous portez sur la mode aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que pour communiquer une marque, elle doit avoir des influenceurs, des Instagrammeurs, des likes sur TikTok. Est-ce que ça touche aussi votre marque? Alors il y a deux catégories. Il y a la catégorie que je vais citer, que je vais appeler un peu nos cultures, nouveaux riches. On va aller sur le nom, on va aller sur le logo, on va aller sur le travail extraordinaire, mais de génie que font toutes ces grandes maisons de couture. Je parle des LVMH, je parle des Kering, des Richemont, etc. Où ils mettent un paquet de moyens pour inviter des gens les plus désirés, les plus désirables, les plus instagrammables et les plus money makers. Et les gens vont un peu comme des moutons de Panurge à la fin pour acheter une casquette et un sac. Ça, c'est une école. Mon école, c'est pas du tout cette école. Mon école, c'est l'amour de mon métier, c'est l'amour de la mode, c'est l'amour d'habiller les gens, d'amour de faire du bien aux gens en leur proposant des vestiaires toujours désirables, toujours qu'on a envie de porter, irrésistibles. Et ma communauté, qu'on a envie de porter, qu'on consomme, et aussi moi, la plus grande satisfaction que j'ai, c'est de voir des gens porter mes vêtements dans la rue. Encore là, je suis rentrée du Japon la semaine dernière, j'étais en train de faire la queue à la douane. Il y avait une dame, mais magnifique, qui était en train de donner son passeport. J'ai reconnu une veste à moi et j'ai pas pu m'empêcher de l'aborder. Excusez-moi madame, voilà, je reconnais une de mes vestes. Elle était tellement contente et moi j'étais tellement flattée. Mais tu sais, pardon, c'est quelque chose aujourd'hui qui me fait tellement de bien de voir que mon travail sert à quelque chose. Moi j'ai envie de servir à quelque chose dans ce monde. Enfin, dans ce monde, en l'occurrence, dans mon travail plutôt. Et dans mon travail, ce qui me plaît, c'est que je continue à faire ce que j'aime. J'ai envie d'habiller les femmes comme moi, j'ai envie de les voir, et comme je sais qu'elles ont envie de choisir leur vestiaire, parce que je fais des propositions de look, de silhouettes, et vous puisez et vous vous habillez par rapport à votre morphologie, par rapport à votre état d'esprit, par rapport à votre caractère. Il n'y a pas de diktat, il n'y a plus de diktat, et heureusement. Alors, le seul diktat aujourd'hui, c'est les grandes maisons qui, en fait, ils vont à fond avec des moyens, mais démesurés. Ils invitent des clients en jet privé. Non, mais c'est du délire. Et tant mieux, ça fonctionne. Mais c'est pas mes valeurs et c'est pas ma façon de travailler. Ça veut dire que vous n'avez pas aimé. Je m'en porte très bien comme ça. Vous n'avez pas aimé le défilé Pharrell Williams, Louis Vuitton sur le pont des Arts à Paris, privatisé, j'imagine. Non, mais bon. Ne disons pas. Moi, je vois ça comme une. Non, mais moi j'adore Pharrell, j'adore sa vibe. D'abord, c'est la musique et c'est la joie. D'ailleurs, le plus grand tube qu'il ait fait de planétaire, c'était Happy. Donc, moi, ça correspond tout à fait à ce que j'aime. La happy life, la happy fashion, c'est tout ce que j'aime. J'ai adoré ce défilé. Il est juste
Pharrell est proche de son public, Pharrell est un showman, Pharrell connaît extrêmement bien la mode, il a une culture, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en plus et c'était absolument, ce sera peut-être l'occasion, je vous le dirai en off parce que c'est très long, l'histoire est tellement incroyable. Mais quoi qu'il en soit, il a été choisi par une grande maison, c'est ça. Bah, je peux pas, j'ai du mal à vous voyez. Bon. Il a été choisi par par la plus grande maison de luxe au monde pour faire ce qu'il a fait. Et il l'a très bien fait. Il a dû être payé très cher pour ce qu'il fait. Et ça marche. Et bravo! Bon, bah, tant mieux. Bravo. Et alors, votre regard, par exemple, bravo. Votre regard sur des campagnes. Et je ne suis pas en critique du tout, au contraire. Et votre regard sur les campagnes Balmain, par exemple, ou les campagnes, non, les mêmes campagnes Balenciaga, par exemple, avec Isabelle Huppert, ou ces décalages comme ça. Quel est le regard que vous portez, Sophie Méchaly, sur ce genre de communication ? Bon, déjà, on parle d'une très grande maison de couture française qui est centenaire, qui a un héritage et qui a une histoire absolument fabuleuse. Quand on va dans les archives de Monsieur Balenciaga, on se dit qu'après tout ce qu'on voit de ce qu'il a pu faire dans les années 40 et 50, toute l'époque New Look, en même temps que l'époque Dior, c'est exactement ce qu'on a envie de porter aujourd'hui et ce qu'on a envie de porter toujours. Parce qu'en vrai, la mode, quand c'est beau, c'est beau. Quand c'est saillant, c'est saillant. Quand c'est glamour, c'est glamour. Quelles que soient les périodes, quelles que soient les époques. Maintenant, il y a eu un choix marketing d'un designer qui a été pris, pas du tout par hasard, pour faire un type de produit pour provoquer et pour choquer. Mais à un moment donné, la provocation, le choc, l'espèce de déflagration à chaque défilé où ils emploient des moyens pharaoniques pour créer des tempêtes et créer de la neige et avec des parterres de front row, des Kimke, etc. Mais à un moment donné, il faut savoir que il faut faire attention. Tout n'est pas aujourd'hui, hier et demain. On ne peut pas jouer avec tout. Et ce malheureux Olivier Rousteing chez Balmain qui s'est fait voler sa collection ? J'en reviens pas. Je ne pensais pas qu'on pouvait voler des collections, sincèrement. Je sais que de Charles de Gaulle à Paris, pour les vols du matin, qui arrivent souvent d'Asie, enfin tous les pays un peu Asie du Sud-Est, plein de gens qui se font braquer dans leur bagnole, leur sac, c'est terrible. Vous avez tous les Asiatiques qui sont terrorisés, qui n'ont plus envie de venir à Paris. Maintenant, je ne savais pas qu'on volait aussi des collections. Quel est le but de faire ça ? Parce que finalement, d'un point de vue vénal, d'un point de vue argent, les pièces ont un prix qui est inestimable au vu du fait que ces pièces sont destinées à faire un défilé, à montrer aux clients, à la presse internationale, un travail colossal. J'imagine que toutes ces pièces qui venaient de loin étaient forcément des pièces à forte valeur ajoutée, toutes les broderies, toutes les luxuriances. Je comprends pas, mais c'est même pas monnayable. C'est faire du mal, entre guillemets. Bon, on fait du mal, c'est gratuit. Pourquoi tu vas voler cette collection? Qu'est-ce que tu vas en faire de cette collection? Je sais pas. La personne qui l'a volée, c'était quoi? C'était un joke entre gamins? C'était quoi, un pari? C'est tellement ridicule que j'arrive pas à comprendre pourquoi cela s'est arrivé. Je voudrais savoir pourquoi, Sophie Méchaly, vous avez monté votre marque et pourquoi vous l'avez appelée Paul & Joe. Paul & Joe, c'est le nom de mes garçons, Paul et Joseph. Joseph qui est aussi le nom de mon papa. Donc j'ai décidé de monter ma marque au nom de mes enfants. J'ai eu mes enfants, j'avais 27 ans. Et j'ai simultanément eu 2 enfants et monté ma boîte en même temps. Donc à un moment donné, il fallait tout s'est mélangé. Les gosses que je prenais avec moi dans les salons, le soir maman qui venait les récupérer. Donc Paul & Joe, c'est mes garçons qui sont le centre de ma vie, qui sont le centre de mon énergie et de ma joie aujourd'hui, et qui sont maintenant des hommes. Et voilà pourquoi Paul & Joe, parce que mes enfants et parce que je démarrais de zéro avec des parents qui arrêtaient leur affaire et moi qui n'avais pas le choix que de me battre et d'y arriver. Et vous avez développé les lunettes, le papier peint, le maquillage, les marchés en Asie, en Israël aussi. C'est merveilleux. Alors, on a développé en 20 ans, en 28 ans, oui, beaucoup de produits dérivés. Alors, on a la maison mère prêt-à-porter, Made in France, Paul & Joe, qualité premium, tissu étoffe, avec un vrai style, avec des vraies propositions de silhouettes. Et puis en parallèle, j'ai eu la chance d'être contactée par un très gros groupe de cosmétiques japonais il y a déjà 20 ans, qui s'appelle Albion, qui est une très très grosse boîte de cosmétiques, mais plus de skincare. On a lancé la marque avant même que tout le monde se mette dans le make-up. Donc c'était assez incroyable qu'ils m'aient proposé ça il y a longtemps. J'ai adoré l'idée et j'y suis allée. Et 20 ans plus tard, on a 200 magasins de make-up dans tout le Japon, dans tous les grands magasins. On est associé à des maisons premium, luxueuse de make-up,
Donc un environnement de marque extraordinaire, une mise en avant de la marque et du nom partout en Asie. En France, on a nos clients historiques, les lunettes Paul & Joe Eyewear, aussi une autre licence qui est colossale. Hommes, les femmes. On a plus de 1000 clients en France. Mais c'est merveilleux, et merci. Ça se passe extrêmement bien, femmes, hommes. On a lancé Little, l'enfant. Ben, c'est beau. Merci Sophie, on resterait des heures mais malheureusement... J'espère après, non? Mais voilà, merci 1000 fois de nous avoir accordé votre temps pendant cette semaine des défilés à Paris. Merci Sophie Méchali.